le monde des bibliothèques bruisse depuis 10 ans ou 15 ans de colloques, de publications en tout genre, pour s'interroger, qui visent à s'interroger sur ce qu'on appelle le modèle de bibliothèque, hérité des années 60 ou 70. C'est-à-dire que aujourd'hui, je fais très très vite, et je caricature même un tout petit peu, mais on peut accéder à des contenus en ligne, sur Internet, et donc on n'a plus forcément besoin de venir à la bibliothèque quand on cherche une information. Il me semble que se poser aujourd'hui, dans ce contexte d'interrogation du modèle, la question de en quoi les bibliothèques participent-elles à la réduction des inégalités d'accès aux livres et au savoir en général, c'est précisément la manière la plus intelligente de rentrer dans les discussions qui traversent la profession, et je pense que l'histoire devrait nous conduire à interroger le modèle de cette manière-là plutôt qu'autrement, parce qu'à chaque fois que les bibliothèques, que la lecture publique s'est développée en France, ça a été précisément parce que ces questions-là étaient au cœur de la réflexion professionnelle. J'en veux pour preuve le fait que précisément, sous le Second Empire, quand la Ligue de l'enseignement et quelques autres fondent des bibliothèques associatives populaires, l'objectif c'est que, j'emploie les termes de l'époque, d'éduquer au suffrage universel. C'est-à-dire que les militants, les progressistes, démocrates de tous bords ont constaté avec effroi que le suffrage universel, masculin à l'époque, en 1848, n'avait pas suffi, puisque les électeurs avaient porté au pouvoir un tyran, Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc il fallait éduquer au suffrage universel et permettre à tous d'acquérir des éléments de citoyenneté, d'acquérir un esprit critique qui leur permette de prendre part au débat public et donc de faire vivre la démocratie. Du coup, toute une série de bibliothèques populaires se mettent en place qui vont faire quoi, je résume, mais qui vont prêter des documents. Ça a l'air tout bête, mais avant ça n'existait pas. Les bibliothèques municipales étaient des bibliothèques qui étaient constituées des livres saisis pendant la Révolution, c'est-à-dire les confiscations des biens du clergé et de la noblesse. Alors les biens du clergé pour émanciper la population, c'était pas terrible. Tous les livres de scolastique, c'est pas forcément très utile pour former des citoyens à un esprit critique. Bon, ça c'est juste pour faire sourire, mais du coup, voilà, les bibliothèques ne prêtaient pas de documents et elles étaient ouvertes 2 heures par semaine pour des lettrés, des étudiants, des clercs qui venaient en journée se documenter sur tel ou tel sujet. Et les bibliothèques populaires, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, 1, prêter des documents, et 2, ouvrir le soir après la journée de travail pour permettre aux ouvriers d'accéder au savoir, et puis, très souvent, en tout cas à Montreuil c'était le cas, le dimanche matin, pour éviter aux ouvriers le risque d'aller à la messe et d'entendre les balivernes qu'on les racontait. Voilà, il y avait la volonté de toucher les classes populaires qui étaient exclues de cet accès au savoir. Je vous rappelle qu'il y a eu les lois Guizot, mais on est loin des lois Ferry. Il n'y a pas encore, l'éducation se développe, l'accès à l'école se développe, mais dans des proportions qui restent modérées. Donc il y a cette volonté d'intervenir en réduction des inégalités d'accès au savoir pour faire émerger une société plus démocratique, plus de cohésion sociale, on dirait aujourd'hui. Voilà. Et quand tous les militants de la Ligue d'enseignement, de la société Franklin ou des sociétés des amis d'instruction prennent des responsabilités dans les communes sous la Troisième République, que font la plupart de ces militants qui sont devenus élus? Eh bien, ils créent, ils font évoluer les pratiques des bibliothèques municipales. En gros, ils municipalisent les bibliothèques associatives populaires qu'ils avaient mises en place. Et du coup, les bibliothèques municipales se mettent à prêter le soir et le dimanche des livres et à être ouvertes dans ces horaires-là. Donc, on voit bien que les pratiques professionnelles, il y a un bascule parce que précisément, il y a eu une dimension militante de la réflexion professionnelle et que la réduction des inégalités a été placée au cœur de la discussion. Je ne vais pas faire l'histoire des bibliothèques, je voudrais juste évoquer un deuxième moment qui me semble important, parce que la même chose se passe dans les années 60 au sein de l'ABF. L'ABF, c'est l'Association des bibliothécaires de France, voilà, qui réunit tous les bibliothécaires, enfin, qui est la seule association professionnelle nationale. Et au sein de l'ABF, il y a des débats très forts pour savoir s'il faut faire primer la conservation des collections ou non sur la médiation, la transmission en direction des usagers. Et le débat est tranché parce qu'il y a des militants de l'éducation populaire, de la Ligue de l'enseignement, de Peuple et Culture, beaucoup autour d'un sociologue qui s'appelle Geoffre Dumazdier, et donc qui, là aussi, font évoluer les mœurs professionnelles, tout ça a pour conséquence que dans les bibliothèques qui se construisent très massivement à partir de ces années-là, dans les années 70 et puis ensuite 80-90, et bien ce qui se met en place, c'est le libre accès aux collections.
Avant, ça n'existe à la bibliothèque. Auparavant, il faut relire Annie Ernaux. Ernaux raconte son arrivée à la bibliothèque avec son père. Bonjour, je voudrais un livre. À l'école, on nous a dit qu'il fallait lire des livres. Je voudrais un livre. Le bibliothécaire répond, mais quel livre? Ah oui, on n'avait pas pensé à cette question. Ah ben, on va revenir. Et voilà, c'est-à-dire qu'il fallait demander le livre au guichet. Aujourd'hui, les livres sont présents dans les espaces et on se promène, on déambule. Voilà. Donc ce modèle du libre accès qui était là aussi censé favoriser l'accès de tous, et qui a contribué de fait à favoriser l'accès de tous aux bibliothèques, c'est aussi le fruit de débats professionnels riches auxquels les bénévoles et les militants de l'éducation populaire ont pris part. Et une des questions centrales, c'était précisément cette question de la réduction des inégalités. Donc à chaque fois qu'il a fallu faire évoluer le modèle et développer la lecture publique, on voit bien qu'il y avait à la fois la réduction des inégalités qui était au cœur de la discussion, et puis à la fois les militants, et en particulier les militants de l'éducation populaire, qui étaient associés au débat. Donc cette discussion qu'on a ensemble, j'espère qu'elle se poursuivra, et j'espère qu'elle irriguera les débats qui vont traverser la profession, qui continueront, je ne doute pas, à traverser la profession dans les années qui viennent. Par ailleurs, dernier élément, j'enchaîne un tout petit peu, parce que les inégalités n'ont pas été entièrement résorbées, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, au début des années 80, il y a, de manière, pour en venir précisément à notre sujet, il y a une discussion qui commence à intervenir autour des territoires. Au début des années 80, c'est le moment où commencent à se mettre en place les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Donc on se dit, il y a des territoires où les difficultés sont concentrées, et donc il faut investir plus de moyens, et il faut avoir des stratégies particulières dans un certain nombre de territoires, que sont donc les zones d'éducation prioritaire. Vont se développer les politiques de la ville. Et puis, parallèlement dans les bibliothèques, au milieu des années 80, il y a la volonté affichée par le ministère j'ouvre les guillemets, d'étendre le territoire du livre. Donc il est bien fait référence au territoire. Étendre le territoire du livre, ça veut dire à la fois aller dans des lieux dans lesquels le livre n'est pas assez présent, par exemple les prisons, les hôpitaux, etc. Et puis aussi avoir des stratégies particulières sur certains territoires. Alors tout ça ne trouve pas à ce moment-là, il n'y a pas de formalisation de ces démarches-là dès le milieu des années 80, comme ça a pu être le cas pour les ZEP. Il y en aura une un peu plus tard avec les contrats ville-lecture de la fin des années 90, qui viseront à formaliser une démarche particulière sur un territoire avec les bibliothèques, les acteurs éducatifs en général, les acteurs associatifs et d'éducation populaire. Et il y a eu une enquête de l'association des grandes villes de France, des bibliothèques des grandes villes de France, une dizaine d'années après, qui montrait que dans les endroits où des contrats ville-lecture avaient été noués, eh bien les démarches qui avaient été engagées à ce cadre-là avaient été beaucoup plus pérennisées qu'ailleurs. Donc c'est peut-être une première élément de réflexion, c'est quand on fait quelque chose, le surligner quelque part, le formaliser d'une manière ou d'une autre, c'est aussi inscrire ça dans des politiques publiques et donner de la visibilité aux projets qui sont conduits. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais le ministère de la Culture a souhaité renouer avec cette histoire-là en donnant la possibilité aux bibliothèques de s'inscrire dans des contrats territoire lecture, cette fois-ci. L'objectif est à peu près le même que pour les contrats de lecture. Il y a juste une petite différence, c'est qu'il n'y a plus un sou au ministère de la Culture, et que donc, à part nous dire réunissez-vous, c'est très positif, et préoccupez-vous de certains territoires qui le méritent, le pouvoir, la capacité d'accompagnement du ministère pour les bibliothèques est un peu, pas égal à zéro, mais a malheureusement diminué. Et c'est pas du tout une remise en question du travail que font nos collègues au ministère de la Culture qui s'inscrit dans les perspectives qui, de mon point de vue, sont les bonnes, mais qui, voilà, il y a une difficulté quand même de mise en œuvre de tout ça. En tout cas, il y a une vraie interrogation sur les missions aujourd'hui, et il faut placer la question des inégalités au centre de la discussion. Alors ensuite, comment faire? Et c'est là où je vais faire peut-être un petit schéma, juste avant d'expliquer peut-être la démarche qui a été la nôtre au sein du réseau des bibliothèques de Montreuil et de tenter de généraliser toute partie de cette démarche. Peut-être je vais commencer par vous dire en deux mots ce qu'est Montreuil et quel est ce territoire. Une sorte de haricot, on va dire. Tout le monde voit là? Ouais. Donc ici, c'est Paris. D'accord? Avec le périphérique. Alors, Montreuil, c'est une commune du département de la Seine-Saint-Denis, qui concentre un certain nombre de difficultés sociales, un taux de chômage important,
une proportion de personnes inscrites à la CNU, de personnes au RSA qui est plus importante que dans les autres départements d'Île-de-France. Des autres caractéristiques sociologiques importantes, le fait d'avoir une forte immigration sur nos territoires depuis plusieurs décennies, mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de primo-arrivants en Seine-Saint-Denis, notamment à Montreuil. Et puis, une caractéristique sociologique plus récente, mais qui est important d'avoir en tête, c'est une forme de gentrification de la première couronne, c'est-à-dire des villes qui sont immédiatement collées à Paris. Le prix de l'immobilier à Paris est tel que notamment les jeunes couples ont plus de difficultés qu'auparavant à se loger dans Paris intramuros, et donc ils arrivent en première couronne. Et le Montreuil est évidemment touché par ce phénomène, et donc ça signifie, ça a deux conséquences générales. C'est le premier élément, un rajeunissement de la population. À la fois, il y a un fort taux de natalité à Montreuil dans les populations, chez les populations notamment issues de l'immigration, et aussi chez les jeunes couples plutôt aisés qui arrivent dans les villes limitrophes de Paris, puisque précisément, en général, elles y arrivent parce qu'il y a le projet d'avoir des enfants, ou parce qu'il y a des enfants qui vont arriver, donc pour bénéficier de surfaces plus importantes. Voilà, une ville qui a une démographie qui tente à rajeunir, et puis une ville qui se gentrifie progressivement. En même temps, ça c'était pour les remarques générales, évidemment, ça se traduit de manière très différente selon les quartiers de la ville. À Montreuil, il y a 100 000 habitants. C'est une grosse ville. 100 000 habitants, un territoire assez étendu, et des inégalités territoriales au sein de la ville qu'il est très important d'appréhender, puisque évidemment quand on se dit voilà, comment nous, bibliothécaires ou acteurs associatifs et culturels du territoire, nous souhaitons intervenir en réduction des inégalités, comment nous y prendre? Il faut d'abord prendre conscience, faire un diagnostic et prendre conscience des inégalités qui traversent la ville, qui sont à la fois des inégalités sociologiques, au sens où effectivement il y a des différences de catégories socio-professionnelles selon les quartiers, etc., mais qui regroupent, Christophe l'a évoqué, des différences aussi en termes par exemple, d'accès au transport, des différences économiques aussi, ou le type des entreprises, une vie locale active, etc., et qui évidemment regroupe aussi souvent des inégalités de maillage du territoire en termes de services publics culturels, et puis d'acteurs locaux, associatifs. Voilà. Alors, deux ou trois éléments qui me semblent importants que vous ayez en tête, c'est, premier élément, le fait qu'ici, il y a le métro. Voilà, c'est la ligne 9 du métro. Il y a 3 stations à Montreuil. Et donc, évidemment, autour du métro, la gentrification va être beaucoup plus importante que dans les quartiers très éloignés du métro, puisque on se déplace moins facilement pour aller à Paris, donc les prix sont plus chers. Et donc, autour du métro, on parle souvent des bobos de Montreuil. Vous savez, les bourgeois bohèmes. À Montreuil, il y a effectivement des bobos, des bourgeois bohèmes, puisqu'il y a 10% de la population active de la ville qui travaille dans le monde culturel. C'est très important, c'est plus en proportion que dans Paris intramuros. Donc ça aussi, c'est des éléments à avoir en tête quand on parle de maillage du territoire. Il y a des acteurs culturels et donc, qui sont particulièrement nombreux. Et donc évidemment, on s'appuie sur eux pour mener des projets. Et ça, c'est une richesse importante du territoire qu'il faut savoir mobiliser. Le deuxième élément, il y a aussi tout simplement des bourgeois qui n'ont absolument rien de bohème, qui s'installent à Montreuil, ça existe. Il y a des zones pavillonnaires et des anciens pavillons ouvriers dont les prix sont assez importants, qui petit à petit peuvent être occupés par des personnes aisées, mais qui ne sont pas particulièrement versées dans la chose culturelle. Ce n'est pas la majorité des services aussi. Et puis il y a aussi toute une série de personnes bohèmes, absolument rien de bourgeois pour le coup, à l'inverse, et qui vivent dans des petites surfaces, alors qui vont aussi, c'est pour ça qu'on peut nuancer à l'envi les caractéristiques des différents quartiers, mais qui vont habiter aussi dans le bas Montreuil. Voilà, donc le bas Montreuil, pardon, on parle du haut Montreuil pour cette partie-là, et du bas Montreuil ici. Le bas Montreuil, c'est la partie qui est supposée, qui est en voie de gentrification autour du métro. Alors, transport en commun, on l'a vu, ici ça fonctionne, ici c'est plus compliqué. C'est-à-dire que pour accéder à cet endroit-là, par exemple, il y a
un bus toutes les 20 minutes, qui est évidemment bondé, c'est très peu pratique. Voilà, donc le transport en commun, ça fonctionne ici, ça fonctionne pas là. Si on regarde ensuite le maillage en termes de services publics, on constate que, là encore, tout est ici. C'est-à-dire que les services publics municipaux sont quasiment tous dans cette zone-là, à l'exception, ici, il y a un hôpital. Voilà. Et puis, à l'exception, alors bon, je voulais le dire à la fin, mais je vous le dis tout de suite, ici, on a 2 petites bibliothèques de 200 mètres carrés. Donc, très peu de services publics et encore moins de services publics culturels. Et puis, également, très peu d'acteurs culturels privés. C'est-à-dire que tous les acteurs culturels privés et tous les lieux culturels sont dans le Bas-Montreuil. C'est pas étonnant, si on veut capter un public parisien, il ne faut pas être trop loin du métro pour pouvoir fonctionner. Donc on a des inégalités très fortes, pour résumer, entre le haut et le bas. Il faut appréhender le fait qu'il y a aussi ici par exemple une énorme zone HLM, donc une très grosse cité. Il y en a une autre ici, pour Christophe, ici c'est les Morillons, et ici c'est la Noue. Voilà. Il y en a une autre ici, Ramna et Olagrange. Et puis il y en a une autre ici, Bel Air, Grand Péché. Voilà. Donc les grands ensembles sont ici. Les zones pavillonnaires sont ici. Ici c'est Vincennes, pour ceux qui connaissent, c'est donc un lieu un peu plus cossu. Donc voilà, ça c'est juste pour que vous compreniez, quand on parle de Montreuil, on parle d'un territoire qui est, je vais peut-être être un peu long, mais qui est beaucoup moins homogène qu'il n'y paraît. À Montreuil, il y a une plus grande proportion que dans le reste de la population francilienne de diplômés du supérieur. La proportion de personnes diplômées du supérieur en Île-de-France est plus importante que dans la moyenne nationale. Et puis il y a également à Montreuil une plus grande proportion de personnes sans aucun diplôme que dans la moyenne francilienne et que dans la moyenne nationale. Donc on a exactement, on a un panel sociologique très grand et des inégalités très fortes qui traversent ce territoire et qui trouvent des traductions géographiques, bien sûr, selon les quartiers, en fonction à la fois du type d'habitation, en fonction de l'accès au transport, et puis en fonction de l'accès aux services publics et aux lieux de vie en général. Alors du coup, comment, une fois qu'on a observé cette très grande diversité du territoire municipal, se pose la question de la manière dont on s'y prend pour tenter de réduire précisément ces inégalités territoriales. Pardon, je termine juste pour vous dire où sont toutes les bibliothèques, parce que j'en ai évoqué 2 quand je parlais des Montreuil, mais sachez que là, la bibliothèque centrale est ici, collée à la mairie. Donc voilà, elle fait 2500 m², donc c'est une bibliothèque de taille correcte, insuffisante mais correcte. Et puis il y en a une qui est ici, une petite de 300 m², donc voilà. On a un réseau de bibliothèques qui maille assez bien le territoire, avec tout de même d'une part une insuffisance générale, puisqu'on a 3300 m² de bibliothèques, alors que pour les villes de 100 000 habitants, la moyenne des superficies des bibliothèques, c'est autour de 6 000 m². Donc on a un réseau de lecture publique sous-dimensionné. Ça aussi, ça va avoir des conséquences, parce que du coup, on est dans l'incapacité de desservir correctement toutes ces populations. On a un maillage de nos équipements qui est trop faible pour la partie qui concentre déjà les difficultés sociales et culturelles. Et du coup, on va s'appuyer autant qu'on le peut sur des partenaires qui sont présents sur ce territoire, aussi pour pallier notre impossibilité de porter nous-mêmes des initiatives dans nos lieux en particulier. Alors, je m'arrête là sur l'état du réseau, mais évidemment, ça a un impact sur les discussions qu'on entretient avec nos tutelles. Et aujourd'hui, il y a un projet de réaménagement urbain de toute cette zone-là. Il y a un projet, il y a un Russe qui vient de se finir ici, il y en a un autre qui commence ici, il y en a un qui est le suivant sera là. Donc il y a des projets, des programmes de requalification urbain qui sont assez importants. Il y a un projet de l'arrivée du tramway. Le tramway va arriver ici, comme ça. La ligne 11 du métro va arriver ici, avec une station ici, une station ici. Donc, dans les années à venir, le processus de gentrification qui est intervenu ici, parce que précisément il y avait l'accès au métro, devrait intervenir là-haut. Et qui dit processus de gentrification dit capacité pour les habitants plus aisés qui arrivent sur le territoire de verbaliser, de formaliser un certain nombre de demandes. Là où, ici, il y a aussi des besoins en matière de lecture publique et d'accès à la culture.
Simplement, il y a des populations qui parviennent le moins souvent que celles qui vivent dans le bas Montreuil à faire valoir leurs aspirations et leurs besoins. Ils votent moins, ils sont moins investis dans la vie locale parce qu'ils ont d'autres difficultés sociales à gérer de manière prioritaire, on peut l'entendre. Et donc, sans doute faut-il moins valoir leurs intérêts que les populations qui vivent ici. Ça va changer puisqu'il va y avoir un phénomène de gentrification dans ces quartiers-là. Et donc le besoin de culture va s'exprimer de plus en plus fortement. Alors c'est malheureux, c'est quand tout ça se fait jour que les élus locaux se prennent conscience qu'il faut effectivement implanter du service public et de la culture, notamment dans ces quartiers-là. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. Mais c'est quand la sociologie commence à bouger et quand peut-être à moyen terme des intérêts électoraux existent, que les discussions commencent à se faire jour autour de la possibilité d'implanter des équipements culturels dans ces quartiers-là, puisqu'il va y avoir des zones d'aménagement concertées autour du tram, autour du métro, donc quitte à faire bouger le territoire, évidemment, on se préoccupe, et c'est tant mieux, d'y implanter des acteurs culturels, éducatifs, puis aussi de construction de collèges, etc. Voilà, ça c'était juste pour que vous ayez en tête un petit peu le territoire d'où je parle et la manière dont on l'a appréhendé. Alors, j'arrête pas de faire des allers-retours, mais le territoire, il faut aussi le connecter à une population. Donc on l'a évoqué, il y a des difficultés sociales, vous l'avez compris, sont là plutôt que là. En même temps, il y a deux autres caractéristiques que je n'ai pas évoquées. Premier élément, enfin, je l'ai évoqué en creux quand je parlais de la Seine-Saint-Denis, le fait qu'il y ait une population migrante très importante, avec beaucoup de primo-arrivants. C'est important parce que là aussi, quand on parle de réduction des inégalités territoriales, les migrants, il y a un certain nombre de foyers qui sont souvent dans les zones où on connaît déjà un certain nombre de difficultés. Et puis, autre élément auquel il faut toujours connecter les logiques de territoire, c'est des logiques de segmentation par âge de la population. Dans les bibliothèques, en gros, on a une courbe de fréquentation qui fait ça. Voilà, vous mettez en abscisse l'âge de la population, en ordonnée le niveau de la fréquentation, et vous avez cette courbe-là. C'est-à-dire que je traduis. Ici, sur la petite enfance, on a une difficulté, parce que pour beaucoup de familles, le livre, tant que les enfants ne savent pas lire, ce n'est pas une évidence. Ça l'est sans doute pour vous, mais ça n'est pas une évidence, et donc on a une faiblesse du nombre d'inscrits de la fréquentation pour les tout petits, 0,3 ans ou même 0,5 ans. Et donc évidemment, il va falloir travailler là-dessus. Et là, il faut donc, à chaque fois qu'on fixe une priorité, par exemple comme celle-ci, ça veut dire mettre en branle un certain nombre d'initiatives avec un certain nombre de partenaires sur certains points particuliers du territoire notamment. Ensuite, sur la période primaire qui va nous occuper aussi, il y a pour le coup des pratiques professionnelles qui sont assez anciennes dans les bibliothèques. Donc le partenariat avec l'école, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a toujours des discussions sur lecture plaisir. Il y a plein de débats qui se posent, mais quand même, le partenariat entre la bibliothèque et l'école est relativement intégré dans les mœurs professionnelles. À l'adolescence, on a des populations qui désertent les bibliothèques. Donc, un travail à faire avec d'autres acteurs, là aussi associatifs, institutionnels, etc. Globalement, je caricature à peine, mais personne fréquente à nouveau la bibliothèque quand ils ont des enfants en bas âge, quand ils ont des enfants scolarisés, donc ça remonte un peu ici. Et puis ensuite, contrairement à ce qu'on pense, il y a peu de personnes âgées dans la bibliothèque. On voit bien sûr des têtes chelues dans les espaces, mais c'est souvent les mêmes, et en volume, c'est pas colossal. Donc là aussi, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais donc il faut avoir en tête l'état de la fréquentation, si on veut réduire les inégalités, donc l'état de la fréquentation, vous en parlerez peut-être dans d'autres temps, par âge. Il y a donc les migrants aussi, qui sont donc, on va dire, allez, si on fait vite, on va dire 4 priorités. Et puis la manière dont tout ça se traduit sur le territoire, à la fois en termes d'implantation des populations et de difficultés sociales rencontrées par tel ou tel quartier, et puis à la fois en termes de maillage sur le territoire pour les maillage du territoire en termes de partenaires potentiels. Alors, voilà, faire un diagnostic, lier le diagnostic de territoire à un diagnostic évidemment sociologique et à des statistiques de fréquentation de nos équipements. On sait le nombre d'inscrits par âge, on sait le nombre d'inscrits par quartier. Quand on inscrit quelqu'un,
en mode son adresse, donc on a des statistiques de fréquentation par quartier. Et évidemment, vous imaginez bien que les statistiques de fréquentation dans les hauts de Montreuil, je ne rentre pas plus dans le détail, on va se contenter de la différence entre le haut et le bas, mais sont bien plus faibles que les statistiques de fréquentation dans le bas Montreuil. Donc ça va nous inciter quand on... voilà. Il faut commencer par faire un diagnostic du territoire. Ce diagnostic, on l'affine précisément dans la discussion avec les partenaires, parce que quand on discute avec le monde associatif, avec les autres services de la collectivité, eh bien on est amené à préciser au sein d'un quartier les différentes zones sur lesquelles qui sont fréquentées par telle ou telle population, etc. Et donc on peut affiner le diagnostic de manière à se déployer plus efficacement dans un second temps. Le premier élément avant le diagnostic. Le deuxième élément, essayer de construire une démarche un tant soit peu organisée. Je vais essayer de la synthétiser en tentant de faire valoir que c'est pas évident pour tous les bibliothécaires, en tentant de faire valoir qu'il vaut mieux dans un premier temps agir de manière segmentée sur un type de population avec des publics qui sont captifs, c'est le vocabulaire qu'on emploie en bibliothèque, pour s'assurer qu'on touche de manière effective des personnes et se donner la possibilité de les faire revenir ensuite librement par leurs propres moyens à la bibliothèque. Et donc comment faire connaître la bibliothèque à des personnes qui ne la connaissent pas dans un cadre captif, et il n'y a qu'une seule manière, c'est en travaillant avec des partenaires. Donc aujourd'hui, les bibliothèques, sur tous les sujets, ne travaillent plus qu'en partenariat avec d'autres. On ne travaille quasiment plus jamais seul, à part pour ce qui est du prêt de documents. Dès qu'on monte un projet, c'est de manière vraiment très systématique avec des partenaires. Alors, évidemment, il y a le partenaire éducation nationale, mais on a évoqué la petite enfance. Sur la petite enfance, il y a par exemple tous les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les professionnels des crèches, avec qui on va monter des projets au quotidien pour, d'une part, faire intervenir les bibliothécaires dans les structures, d'autre part, pour les crèches, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des problèmes de déplacement, de sécurité des enfants, etc. Mais dès l'école primaire, faire venir au maximum les jeunes dans le lieu bibliothèque pour faire connaître le lieu. Et puis enfin, travailler auprès des partenaires pour en faire des relais du livre et de la lecture, et donc au maximum rentrer dans des dispositifs de formation commune, etc. C'est une manière d'apprendre à se connaître, et c'est une manière de partager des objectifs, des méthodes, et donc au maximum, on va bien sûr aller dans un certain nombre de structures partenaires, faire en sorte de faire venir les populations à la bibliothèque et de faire découvrir la bibliothèque au maximum de jeunes et de moins jeunes, dans le cadre de partenariat, dans un cadre où ils sont captifs, pour s'assurer qu'effectivement on fait découvrir la bibliothèque, on ne reste pas à des vœux pieux, à des discours, à des bonnes intentions. Et puis enfin, travailler donc des partenariats en termes de formation commune pour mutualiser des pratiques, des informations sur les quartiers, tel ou tel segment de population, et donc affiner nos interventions ensemble, et puis se former là encore ensemble. Ça, c'est la méthode générale, elle me semble vraiment particulièrement importante, c'est-à-dire qu'on ne fait plus rien seul. Quand on travaille avec les migrants, on travaille avec les associations d'aide aux migrants. Quand on travaille sur la petite enfance, on travaille avec les structures de petite enfance de la ville et les professionnels du champ concerné. Quand on travaille avec le public scolaire, évidemment, on travaille avec les enseignants et avec un certain nombre d'associations partenaires, avec les centres de loisirs pour ce qui est de l'accueil périscolaire. Quand on travaille sur les seniors, on travaille avec le club senior de la ville ou les maisons de retraite. Voilà, ça vaut dans le champ qui nous concerne, mais ça vaut dans l'ensemble des champs d'intervention de la bibliothèque. Quand on travaille sur les problématiques d'insertion, on travaille avec le Pôle emploi et la mission locale. Et donc on ne travaille qu'en partenariat avec, bien sûr, des acteurs institutionnels, mais aussi au maximum des acteurs associatifs d'éducation populaire, des acteurs culturels, je ne l'ai pas cité, mais évidemment ils sont de la partie. Et puis avec toujours cette alternance d'initiatives en direction de publics qui sont dits captifs, et puis d'initiatives tout publiques dans lesquelles on vise à faire revenir des personnes qu'on a croisées dans un premier temps dans le cadre de partenariat. Une petite série d'exemples pour introduire la discussion. Je fais un premier zoom sur la petite enfance. On a constaté que c'était
le tout petit ne venait pas systématiquement à la bibliothèque en famille, et que donc il y avait un travail important à faire de ce point de vue-là. Souvent, le travail en direction du tout petit est l'occasion, dans certains quartiers, de faire rentrer le livre pour la première fois dans les familles. Donc là aussi, il est évident que quand on dit on travaille avec les structures petite enfance, on travaille avec l'ensemble des crèches et des relais d'assistantes maternelles de la ville, mais on ne travaille pas à la même hauteur avec chacune d'entre elles. Évidemment, on va se déployer sur le territoire en tenant compte du diagnostic qu'on a effectué, et donc on va être beaucoup plus présent dans les crèches qui sont situées dans le Haut-Montreuil, là encore je vais très vite, mais que dans les crèches qui sont dans le Bas-Montreuil, parce qu'on juge que les besoins sont plus importants à cet endroit. Donc les logiques qui ont été celles des ZEP ou des politiques de la ville, on les fait nôtres et on les applique à la manière dont on déploie nos initiatives sur le territoire. On va évidemment non seulement travailler avec les crèches, donc les relais d'assistance maternelle, mais aussi avec un certain nombre d'associations. Par exemple, au Morillon, il y a l'association des femmes du Morillon. À la Boissière, pareil, l'association des femmes de la Boissière. Alors souvent, ce sont des femmes issues de migrations récentes qui n'ont pas trouvé d'emploi sur le territoire et qui donc s'organisent pour prendre en charge une partie de la vie du quartier et donc multiplient les initiatives. Donc on va travailler avec elles sur un certain nombre d'initiatives qu'on va proposer sur le quartier en direction des jeunes publics notamment. Et donc tout ça vise à créer, à faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs-là, à la fois des acteurs associatifs comme ceux que je viens d'évoquer, et à la fois les professionnels de la petite enfance, deviennent à leur tour des relais du livre et de la lecture. C'est que nous-mêmes, capacité d'intervention qui est limitée, il y a 52 agents à la bibliothèque, donc évidemment on va aller dans un certain nombre de structures avec des malles de livres, on va laisser des livres, on va faire des dépôts de livres dans les structures à l'année, etc., pour qu'il y ait une matière mise à disposition de ces professionnels, mais il est tout aussi important de notre point de vue de prévoir des temps de formation. Alors, une fois par an, on a une journée d'études où on associe 80 professionnels de la petite enfance et professionnels de la lecture publique du territoire pour réfléchir ensemble. On fait venir des psycholinguistes. Alors, vous connaissez peut-être l'association Accès qui a fait tout un travail. Voilà. Donc on invite des intervenants qu'on a pu croiser dans des séminaires d'accès, etc. Et donc pour, comme on dit, faire monter en compétence des professionnels de la petite enfance autour des problématiques de la lecture et du tout petit. Et on a des séances de formation tout au long de l'année également, des temps avec les familles, avec les parents, avec les assistantes maternelles, des temps de formation qui sont financés par le Conseil général. C'est un dispositif qui s'appelle Modulo et qui permet aux bibliothécaires et aux acteurs de la petite enfance de se former ensemble sur ces problématiques. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas fait rentrer les militants, les bénévoles qui peuvent graviter autour de nous dans ces formations. Mais voilà, ma venue ici m'incite à penser qu'il faudrait le faire dès l'an prochain et avoir effectivement des temps de formation qui soient ouverts non seulement aux professionnels de la petite enfance, bien sûr, mais également aux bénévoles qui interviennent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra sans doute qu'on se penche dès la rentrée prochaine, pour, dans le cadre des prochaines sessions de formation qui vont intervenir dans les différents lieux de la ville, intégrer des bénévoles. Quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est aussi le souhait qu'il faut qu'on ait collectivement de donner de la visibilité à ce qui est fait. Alors, j'ai évoqué la nécessité de formaliser un petit peu parce que c'est le gage de peut-être une pérennisation plus facile des initiatives, mais il y a aussi tout ce qu'on fait, il faut veiller à le rendre public au maximum. C'est-à-dire que une fois par an, par exemple, sur cette histoire de petite enfance, on organise un mois de la petite enfance au mois d'octobre, où le grand hall de la bibliothèque devient un lieu consacré aux livres et aux tout petits. Donc ça permet de rendre visible pour tous ceux qu'on ne toucherait pas dans ces actions particulières, le fait qu'il est normal, naturel de contribuer à l'éveil des tout petits au travers de l'accès aux livres et de l'accès à la création générale. Au maximum, il y a la nécessité aussi d'organiser un certain nombre de débats publics. Par exemple, dans la bibliothèque c'est aussi un lieu de citoyenneté, et donc les discussions qu'on peut avoir dans des cercles professionnels ou avec des bénévoles qui s'investissent sur une question en particulier, il s'agit de les rendre accessibles à l'ensemble des citoyens ou de la population de la ville pour que tout le monde puisse s'approprier les problématiques qu'on traite de manière spécifique dans tel ou tel champ d'intervention. Deux ou trois mots de la manière dont vous verrez qu'il y a des permanences, mais de la manière dont on se déploie pour ce qui concerne le champ de l'école primaire,
est à peu près la même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des évolutions dans le cadre, j'en dirais deux mots, de la réforme des rythmes scolaires, mais je pense que tout ce temps qu'on est, on a une place à prendre assez importante, vous comme nous, parce que c'est un débat qui existe dans les bibliothèques, je vais en dire deux mots à l'instant. Je vais juste commencer par dire que, évidemment, là aussi, on va avoir pour objectif de s'adresser à tous. La bibliothèque, ça concerne tout le monde, donc on va intervenir dans tous les groupes scolaires de la ville, tous les établissements scolaires de la ville, mais pas avec la même hauteur d'intervention. Là aussi, on interviendra, on va toucher une ou deux classes pour l'école du centre-ville, en considérant que les enfants qui fréquentent ces écoles auront peut-être plus facilement accès aux livres par ailleurs dans leur cercle de socialisation primaire, familiale, que... Alors, ce n'est pas complètement vrai. Il y a aussi au sein de ces quartiers des inégalités, au sein des classes d'inégalités. En même temps, on fait, là encore, avec des moyens qui sont limités, et donc on choisit de concentrer nos interventions dans les endroits où les difficultés sont également concentrées. Donc on sait très bien qu'on passe à côté de certains jeunes qui auraient sans doute besoin de s'ouvrir à la lecture, de découvrir les services de la bibliothèque et de découvrir le livre en général. Pour autant, on ne peut pas être partout, et donc on va là où nous semble être le plus utile. Là où nous pensons être le plus utile, donc là aussi on va intervenir dans certains établissements plutôt que d'autres. Ça peut prendre plusieurs formes, il y a des projets au long cours, des projets au long cours, souvent ils se font avec des auteurs, et du coup la place du bénévole est moins présente parce qu'on est vraiment dans une relation bilatérale avec l'éducation nationale sur des projets qui se font sur temps scolaire. Sur des visites de classe, alors ça c'est sur des interventions de 4, 5, 6, 10 séances avec un auteur qui vient une, deux ou trois fois, et puis du coup l'enseignant s'approprie le travail qui est fait avec l'auteur pour mettre en place des déclinaisons pédagogiques diverses et variées. Sur les visites de classe, on est donc sur des visites one shot, ou parfois on a deux visites, deux séances de visite pour découvrir la bibliothèque. Très sincèrement, on ne l'a pas mis en place aujourd'hui à Montreuil, mais il ne me semblerait pas du tout choquant que là aussi on puisse faire appel à des bénévoles pour présenter la bibliothèque dans la mesure où les bénévoles la fréquentent et où il y a un travail de long terme qui se met en place avec tel bénévole ou association de bénévoles. Moi, je n'ai pas d'expérience de ces pratiques, mais je pense que sur ce type de créneau, on pourrait tout à fait faire une visite en deux séances, une séance assurée par un bibliothécaire, on se partage les rôles et on essaie d'intervenir en complémentarité. C'est un mot que j'ai entendu avant la séance et qui sans doute effectivement est particulièrement pertinent pour définir nos relations légitimes. Là, il peut y avoir complémentarité, c'est peut-être des pistes à creuser. Il y a ensuite toute la discussion qui commence à se faire jour autour des temps d'activité périscolaire. Ces temps d'activité périscolaire, ils étaient dans l'esprit de la réforme. Censés permettre une ouverture pour les jeunes en direction d'horizons culturels les plus larges possibles, et puis de l'activité physique. Tout ça, c'est très facile à dire, ça demande quand même un certain nombre de moyens que les collectivités peinent à dégager en ces temps de contraintes budgétaires importantes. Pour nous, en particulier bibliothèque, la contrainte est la suivante, c'est qu'à moyen constant, si on positionne les initiatives sur le temps périscolaire, ce qui est très pertinent et ce qu'il faut faire parce que le rapport à la lecture et à l'enfant est très différent que dans une intervention sur le temps scolaire, on n'est plus sur le temps de l'école, donc on est dégagé entre guillemets de des rapports sociaux qui règnent au sein de la classe, avec l'enseignant, etc., parfois la situation d'échec de certains jeunes à l'école, et donc on peut faire autre chose sur ces temps d'activité préscolaire. Donc évidemment, il est très important d'avoir les initiatives autour du livre dans ces moments-là. Évidemment, les bibliothécaires, comme les bénévoles que vous représentez, ont leur place là aussi en complémentarité dans ces temps-là. Pour nous, la difficulté, c'est que tout ce qu'on fera sur le temps périscolaire, on ne le fera plus sur le temps scolaire. Donc, on va équilibrer nos interventions, et il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas plus de bibliothécaires pour intervenir sur le temps périscolaire. C'est-à-dire que ce qu'on va positionner comme initiative sur le temps périscolaire, on ne le fera plus sur le temps scolaire. Donc on a cette petite difficulté-là et cet ajustement-là, c'est que on a aussi une relation de partenariat à gérer avec les enseignants, et que dire à les enseignants, bah non, on sera moins là parce qu'on va être sur le temps périscolaire, c'est aussi
mettre en péril, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est interroger la nature du partenariat qu'on a avec beaucoup d'enseignants. Pour autant, encore une fois, il est pertinent de travailler sur le temps scolaire parce que ça génère des déclinaisons pédagogiques, etc. Et c'est très fructueux. Il est nécessaire aussi d'être présent sur ces temps d'activité périscolaire parce qu'on est plus pour le coup sur la lecture plaisir et donc c'est une manière peut-être de remettre, de relégitimer le rapport de certains enfants avec la lecture, de le rendre plus facile, etc. Deux mots sur la question des adolescents. Je sais que c'est moins au cœur de vos problématiques, mais il me semble que c'est un champ d'intervention particulièrement important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans cette période-là en termes de construction de la citoyenneté et de solidification du rapport au livre et au savoir. Voilà. Donc nous, on a choisi d'intervenir de manière assez importante sur cette tranche d'âge. On a aussi de nombreux partenaires, à la fois dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux, dans des associations d'éducation populaire locales qui nous aident à construire des projets, parfois autour de l'audiovisuel, parfois autour de la lecture, parfois autour de la musique. Et donc on intervient auprès d'un certain nombre d'acteurs qui viennent enrichir nos pratiques de leurs compétences propres dans le champ concerné. Et c'est une tranche d'âge sur laquelle je pense qu'il est plus difficile d'intervenir. Je ne cache pas que dans les bibliothèques aussi, c'est pas une tranche d'âge qui est particulièrement travaillée parce que c'est évidemment un adolescent, c'est turbulent, parfois c'est insolent. Donc c'est difficile le positionnement professionnel, le positionnement des adultes qui interviennent auprès des ados est parfois compliqué. Voilà. Au final, j'observe quand même que petit à petit, de plus en plus de collègues se sentent à l'aise avec ces ados et donc interviennent très régulièrement auprès d'eux dans de très bonnes conditions. Alors que pour autant, là aussi, on intervient dans des collèges, 80% de nos interventions auprès des ados sont dans des zones qui sont classées REP ou GREP+. Et par ailleurs, on intervient auprès de tout type, pas simplement des filières générales, mais des classes SECPA, des classes de BEP, de CAP. Voilà, donc là aussi, il s'agit d'être présent partout. Encore une fois, ce n'est pas évident en permanence. Là aussi, il y a des enjeux de visibilité, c'est-à-dire que chaque année, on essaye une grande soirée des ados à la bibliothèque en fin d'année, où certains ont fait un film documentaire sur les questions de genre, d'autres ont travaillé sur l'histoire des droits des femmes, d'autres à travers la musique. On a des parcours lecture-musique, où au travers de la musique et de la lecture imposée d'un livre sur un genre musical qui est choisi par l'élève, eh bien, on arrive à lier lecture, musique et souvent histoire. À travers l'histoire du rock, on parle de la ségrégation et du racisme aux États-Unis, voilà, etc., etc. Et donc, il y a une diversité d'interventions dans les classes, et il y a à un moment donné une forme de rendu de fin d'année qui se termine en fait avec des groupes du lycée qui viennent jouer. Et du coup, c'est un moment de visibilité des ados dans la ville, à la bibliothèque. Il y a chaque année une mini-résidence qui est confiée à un artiste qui nous donne son point de vue sur les ados. Alors l'an dernier c'était Teen News, de Charlie Hebdo, qui a croqué les ados. Et donc ensuite ça donne lieu à une exposition sur les grilles de la bibliothèque, à la bibliothèque, au centre d'art contemporain. Et donc les cultures adolescentes et le travail qui est fait dans leur direction est visible dans la ville. Et n'importe quel citoyen est forcé de constater qu'effectivement il y a des ponts qui sont tendus en direction de ces tranches d'âge. Qui parfois ne sont pas faciles et sont difficiles à intégrer à la vie locale. Voilà. Donc il me semble que là aussi on a cette dualité public captif, puisqu'on a des initiatives auprès des ados dans les classes, 35 classes qui sont touchées chaque année sur différents projets, et puis un club lecture des ados. Une fois par mois, un club lecture vient qui veut. On parle de l'actualité éditoriale avec les bibliothécaires. Il y a une quarantaine d'ados qui sont inscrits, qui viennent une fois par mois, le samedi. Au début, je vous le fais, là aussi, sociologiquement, c'est un peu un raccourci, mais il y avait des jeunes filles blondes issues de CSP++, pour résumer, et on voit que la sociologie du club évolue progressivement. Parce que, alors, il y a aussi, on accueille des stagiaires de 3e, il y a tous ces projets auprès de classes, encore une fois, de différentes filières. Et donc, petit à petit, on voit la sociologie du club évoluer. Donc, on se dit qu'on ne rate pas complètement le coup. Alors, c'est quelques individus, c'est pas agir, restons lucides, modestes, on ne résout pas les inégalités à nous tout seuls, elles sont des facteurs autrement plus puissants que l'action de la bibliothèque qui contribue à les pérenniser malheureusement, mais en tout cas,
notre intervention n'est sans doute pas complètement inutile. Donc voilà, de la même manière, sur la petite enfance ou sur le périscolaire, évidemment, intervenir sur la petite enfance dans un certain nombre de quartiers, dans les crèches, auprès des parents et auprès des relais d'assistantes maternelles, auprès des assistantes maternelles, c'est doublé, je ne l'ai pas dit, mais par le fait que tous les samedis matins dans toutes les bibliothèques, il y a des temps de lecture pour les tout petits. Et là, j'ai oublié de le dire, pardonnez-moi, et là, pour le coup, il y a des personnes à la retraite qui, dans certaines bibliothèques de quartier notamment, accompagnent les bibliothécaires sur des temps de lecture aux tout petits, donc aux 0,3 ans, aux 0,5 ans. Et donc on a un travail qui est fait auprès des publics qu'on touche dans certaines situations, à la crèche, à la PMI, j'ai oublié de le dire, des lectures dans les PMI, dans les relais d'assistantes maternelles. Et puis l'objectif, c'est qu'évidemment les populations reviennent librement le samedi pour les lectures des tout petits. Pareil sur le lecture des ados. Pareil pour évidemment le travail qui est fait dans les classes sur le temps d'activité périscolaire. Ensuite, on est ravis de voir des enfants qui ont été touchés dans ce cadre-là revenir de leur propre gré pour soit préparer des devoirs, soit tout simplement pour emprunter tel ou tel livre. Donc voilà, ce mouvement-là est vraiment permanent, avec à chaque fois la nécessité d'opérer le travail en partenariat. Le plus simple, c'est d'opérer des partenariats avec des structures institutionnelles pérennes. Les structures associatives, parfois, elles ont une pérennité qui est moins assurée par définition. En même temps, évidemment, on tente de veiller à solliciter tous les partenaires, à toutes les bonnes volontés à nos côtés, puisque plus il y aura de relais du livre et de la lecture, mieux ce sera pour tout le monde. Je voudrais juste conclure en évoquant deux choses. Un, les difficultés qui se posent à nous en termes de moyens. C'est-à-dire que les dotations de l'État baissent dans les collectivités locales, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les bibliothèques sont de plus en plus fortes. J'espère que j'espère que ce sera neutre dans la relation qu'on aura les uns les autres. Parce que le pire serait peut-être que, confronté à la baisse de moyens, on soit incité, pour ces raisons-là, qui sont de mauvaises raisons, à se tourner vers les partenariats associatifs, parce que du coup, ça pourrait générer peut-être des crispations dans la profession chez les bibliothécaires. On dit, ah oui, mais on ne nous remplace pas nos postes et on nous dit de nous tourner vers des bénévoles. À mon avis, c'est surtout pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Je pense que ce sera un écueil dans la relation entre bibliothèque et les partenaires associatifs dans les années à venir. Donc il faudra qu'on travaille à ne pas se percevoir dans ce cadre-là, de cette manière-là. Et puis deuxième chose sur laquelle je souhaitais mettre l'accent, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est les difficultés qu'on rencontre aussi sur certains territoires, et avec certains jeunes en particulier. Alors, je m'explique. On a constaté lors des attentats du 11 janvier, je citais News, qu'on a accueilli nous en résidence pendant 1 an, avec lequel on a travaillé fort agréablement, voilà, on n'a pas possible de travailler. Résident montreuillois. Exactement, lui aussi montreuillois, donc il venait en voisin à la bibliothèque. Et on a constaté qu'après l'attentat du 11 janvier, il y avait des quartiers où la théorie du complot était la théorie très dominante. Voilà, donc et par ailleurs, donc, il y a un travail qui est fait à chaque fois qu'on constate que, par exemple, dans un atelier d'écriture avec une classe de 4e, on constate que l'atelier, c'est mettez-vous à la place des filles, les garçons mettez-vous à la place des filles, et les filles mettez-vous à la place des garçons. Et sortent de cet atelier des bêtises absolument confondantes, c'est-à-dire qu'on voit que l'idéologie dominante est intégrée, y compris par les filles, de manière absolument scandaleuse. Et donc on choisit de travailler cette question en invitant Michel Perrault pour nos ateliers sur les droits des femmes. On constate de l'homophobie dans les classes, et bien on fait, encore une fois, on travaille cette question. Il y a un petit film qui a été réalisé par une classe, on constate qu'il y a des propos créationnistes, et on essaie de faire des interventions avec un professeur qui a fait sa thèse sur les théories de l'évolution. Voilà, donc on essaie de travailler ces questions-là en termes de sujet, de choix des contenus, de travailler un certain nombre de choses. Là aussi, le fait d'être en partenariat avec des acteurs associatifs locaux, c'est extrêmement important parce que le maillage du territoire qui est incarné par ces représentants associatifs permet d'avoir une légitimité dans la prise de parole et dans la discussion sur certains sujets qui ne sont pas évidents, qui parfois peuvent, au-delà des désaccords qui parfois perdurent après la discussion, mais ça permet au moins d'avoir la discussion dans un cadre serein. Récemment, par exemple, lors de la dernière journée de la femme,
et la projection d'une projection d'un film qui se passe en un film documentaire qui se passe en Arabie Saoudite, qui s'appelle Wajda, et c'est l'histoire d'une petite fille qui doit avoir un vélo. Mais les petites filles n'ont pas le droit d'avoir de vélo en Arabie Saoudite. Du coup, c'était une projection qui était organisée en partenariat avec l'association des femmes du Morillon. Et il y a une des femmes présentes qui est montée au créneau en disant mais vous là-haut, c'est mes mots, c'est pas les siens, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu, mais vous, les blancs de l'institution, vous nous projetez des films anti-musulmans. Ça par contre, anti-musulmans, c'est bon. Et du coup, le fait d'être dans un cadre de partenariat avec une association, ça permet de déminer, ce n'est pas que l'institution, c'est un choix qui est assumé collectivement par aussi une association qui milite localement, et donc ça permet peut-être de, non pas nécessairement malheureusement de convaincre, en tout cas pas du premier coup, mais au moins de faire en sorte que la discussion soit possible. Donc au début il y a eu un fort énervement, et puis voilà, une discussion a permis de, encore une fois, non pas de convaincre cette fois-ci, mais en tout cas de convaincre du fait qu'il n'y avait aucune perspective anti-musulmane de notre part, et que, y compris cette femme elle-même musulmane, avait sans doute des enfants et une petite fille qui faisait du vélo. Voilà, bon. Mais du coup, voilà, le fait d'être en partenariat avec des acteurs locaux, ça permet aussi parfois sur des sujets qui sont complexes à aborder et qui sont d'autant plus complexes qu'il y a une distance très forte entre l'institution que nous représentons, parce que nous sommes une institution, et donc quand on dit réduire les inégalités, ça a été évoqué juste avant, il est question de faire en sorte que chacun se sente légitime à venir dans les murs de la bibliothèque, ce qui n'est pas évident pour de nombreuses personnes. Et donc le fait de travailler en partenariat, ça permet avec des associations ancrées sur un territoire, ça permet de limiter cette distance institutionnelle entre la bibliothèque et un certain nombre de personnes. Voilà, donc les exemples qui sont nombreux. Là, par exemple, on a un groupe de parents qui s'est constitué et qui s'interroge sur la pertinence d'accueillir un certain nombre de livres dans nos murs, notamment le livre de Patrick Bruel qui s'appelle Chatouille. Il y a un petit garçon qui lèche l'oreille en gros à d'autres petits garçons. Donc on a un groupe d'usagers qui s'est constitué et qui nous a dit, qui nous a indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que leurs enfants deviennent homosexuels ou pédophiles. Voilà, et bon, là c'est vraiment pour conclure sur une touche